Monsieur le ministre d'État, Monsieur le Président de région, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les ambassadrices, Monsieur le Préfet, Monsieur Benoît Paru, maire de cette ville, chers tous, je suis un peu intimidé d'être ici devant un aréopage d'experts en agronomie et en agriculture. Je me réjouis de cette initiative qui relie l'agriculture à la paix. J'ai beaucoup aimé cette décoration. Bravo à ceux qui l'ont conçue. Ces champs au pied d'un olivier. Je suis très sensible à l'olivier, travaillant beaucoup sur le Moyen-Orient, la Méditerranée, et c'est l'arbre de la paix. Donc l'agriculture au service de la paix. Alors, je fais de la géopolitique parce que c'est surtout la paix qui m'intéresse. Mais évidemment, quand on s'intéresse à la paix, il faut regarder de près tout ce qui contrevient à ces dynamiques de paix, tout ce qui catalyse les dynamiques de violence, et on sait combien elles sont nombreuses aujourd'hui. Donc je fais de la géopolitique pour mieux comprendre ce qui empêche la paix. Et en faisant de la géopolitique, en allant en Méditerranée, au Moyen-Orient, en voyageant en Amérique latine, en Afrique, en Europe, je me rends compte à quel point il y a un dénominateur commun à tout cela, c'est la terre agricole. Et c'est pour ça que dans cet ouvrage, j'ai voulu rassembler des regards dans une synthèse qui donne à comprendre en quoi l'agriculture, ou plutôt l'usage de la terre, est un terreau du politique. C'est un terreau du politique. Je ne peux pas réduire l'histoire contemporaine à ce terreau-là, mais il y a une forte dimension agraire. Quand on fait de la géopolitique, il faut définir peut-être le terme géopolitique, parce que c'est un mot valise. Dès qu'on a de l'international, on parle de géopolitique. Il y a deux versants de la géopolitique. Premièrement, il y a le versant de la puissance, qui consiste à dire que la géopolitique, c'est l'analyse des relations ou l'analyse des projections de puissance à l'international et dans le cadre géographique dans lequel elle se trouve. Donc c'est le lien puissance-géographie. Et puis il y a une autre façon de regarder la géopolitique, c'est l'analyse des rivalités de pouvoir sur des territoires. C'est l'approche d'Yves Lacoste, qui est un géographe bien connu. Donc puissance, rivalité, puissance versus sécurité et rivalité, c'est ce que je vais vous proposer en quelques 2 heures qui me sont imparties, si j'ai bien compris les... Par contre, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne suis pas l'homme du high-tech. Ah oui, c'est bon. Alors, premier point, donc, je vais voir 2 points. Alors, en sachant que je vais être très lacunaire, très impressionniste en quelques minutes, moi j'ai la prétention, l'ambition d'embrasser le monde. Qui trop embrasse mal étreint, alors que Monsieur le ministre s'est focalisé et de façon très efficace sur son pays. Donc je risque d'être un peu lacunaire et impressionniste. Premier versant, la puissance. La puissance en relations internationales, c'est une notion qu'on avait un peu perdue de vue et puis qui revient aujourd'hui dans l'arène géopolitique que l'on connaît. On peut la définir comme une capacité à faire, une capacité à faire, une capacité à empêcher de faire, une capacité à refuser de faire. Eh bien, l'usage que l'on fait des terres peut contribuer à ces capacités-là. Je vais vous donner quelques exemples en faisant de l'histoire et de la géographie. Premièrement, les États-Unis, qui ont été qualifiés d'hyperpuissance au début des années 90, avant qu'on reconsidère cette définition. Les États-Unis ont acquis une capacité à émerger par l'agriculture, faut-il le rappeler, à la fin du XIXe siècle, et cette agriculture émerge, et elle émerge tellement dans les années 20 qu'elle exporte, et puis elle a manqué s'effondrer avec la crise de 1929. La crise financière de 1929 n'était jamais que la traduction d'une crise agricole. Je n'ai pas le temps de le développer. Elle s'est relevée de cela, cette agriculture américaine, et après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont fait de la capacité d'exportation, céréalière en particulier, un moyen de réaliser leur encerclement, leur dessein d'encerclement de l'Union soviétique. On voit très clairement sur la diapo du haut combien l'aide alimentaire américaine a été distribuée selon des critères géostratégiques d'encerclement de l'Union soviétique. Donc, les États-Unis ont fait de l'agriculture
aussi une capacité à faire faire ou à empêcher de faire, c'est-à-dire à empêcher des pays de basculer vers l'Union soviétique. Donc, agriculture, à des fins de puissance, on a une illustration assez majuscule. Deuxième puissance, la Russie tsariste, l'Union soviétique, la Russie d'aujourd'hui. Faut-il rappeler là aussi que la Russie était la première exportatrice de céréales au monde à la veille de la Première Guerre mondiale, grâce à ces terres noires si fertiles du Tchernozem. Et vous savez que cette Russie a connu des vicissitudes, une révolution, une guerre civile, puis ensuite une réforme agraire qui a été poussée à son extrémité après 1929 avec la collectivisation des terres à grand renfort de violence, comme vous le voyez sur la gauche. Et si on refait un peu d'histoire, je n'ai pas le temps de le développer, eh bien on peut considérer que cette URSS a été fortement contrainte dans sa dynamique de puissance, eu égard à l'effondrement relatif de son agriculture. Elle n'a pas pu, par exemple, peser comme elle aurait pu le faire dans ses relations internationales grâce à ses exportations de céréales. Elle a disparu du champ. Dans la période contemporaine, la Russie a subi un traumatisme qu'elle considère être une humiliation avec des pertes de territoire à 5 millions de kilomètres carrés. Or, aujourd'hui, la Russie réaffirme sa volonté de puissance. Et dans le répertoire de la puissance, il y a le hard power, le pouvoir militaire, mais il y a aussi le pouvoir céréalier qui permet à la Russie, qui veut prétendre revenir être le premier exportateur de céréales, eh bien la Russie utilise aujourd'hui ces céréales aussi à des fins géostratégiques. C'est-à-dire qu'elle vise certains marchés, certes parce que ces qualités de céréales sont reconnues, mais parce qu'il y a aussi derrière un agenda géopolitique qui est d'aller vers les mers chaudes. C'est un vieil invariant de la politique russe, aller vers les mers chaudes, la Méditerranée orientale en particulier. Et donc elle est très présente en Égypte aujourd'hui, et surtout en Syrie. Elle soutient Bachar el-Assad, et elle le soutient aussi par la possibilité de livrer au quotidien des céréales vers le port de Tartous, via la Crimée, qui a été reprise dans les conditions que l'on sait, en partie par la Russie. Donc, céréales, outil de puissance pour la Russie. Troisième grand pays, la Chine. J'essaie d'accélérer, je n'ai pas de minuteur. La Chine a fait une révolution, vous le savez, qu'il a emportée en 1949. C'était une révolution paysanne. Hein. Ça sera le deuxième point, c'est la question de l'inégalité d'accès à la terre. C'était une révolution paysanne qui s'est traduite d'abord par une réforme agraire, puis une collectivisation dans le cadre du Grand Bond en avant en 1958. Ça a été l'effondrement de la Chine, c'est-à-dire que l'effondrement économique de la Chine et politique est très lié à la gestion de la politique agraire à ce moment-là. Et qu'est-ce que fait Deng Xiaoping en 1978 quand il succède à Mao ? Eh bien, il va faire la première mesure, c'est de donner des certificats de responsabilité aux paysans. La terre reste d'État, mais on donne un lopin aux paysans. Et ça a permis un décollage économique bien avant l'industrie, de 1978 à 1984. C'est l'agriculture qui a permis à la Chine de réémerger, qui lui a donné une capacité à faire, à refaire. Et aujourd'hui, la question foncière en Chine reste au cœur de l'agenda politique et géopolitique. Il y a un souhait, quand on est une puissance, de sécuriser son approvisionnement. La doctrine agraire de la Chine est très simple. Soyons à peu près autosuffisants pour les céréales, donc préservons le peu de terre que l'on a en Chine pour la production de céréales et faisons faire ailleurs les autres productions, d'où les investissements importants de la Chine à l'étranger. Voilà donc un autre pays dont on peut lire l'histoire politique au prisme de la question agraire. L'Europe, je ne vais peut-être pas insister parce que vous êtes tous très connaisseurs de la question, mais l'Europe, c'est une autre puissance, une puissance très singulière que j'aime beaucoup, puissance particulière qui a une capacité surtout à faire la paix. C'est une drôle de puissance, capacité à faire la paix, capacité à faire faire la démocratie avec ses élargissements. Vous rappelez peut-être que cette Europe s'est fondée, a été en grande partie soutenue par une politique la plus intégrée du moment, encore, la politique agricole commune.
la politique agricole commune, qui a permis de sécuriser l'alimentation d'une part, mais qui a également permis de créer ce que Robert Schuman qualifiait de solidarité de fait. Créons des interdépendances de fait qui nous rendent alliés pour toujours. C'est l'agriculture qui a été au cœur de ça. Donc interrogeons-nous aujourd'hui, quand on repense la PAC, surtout dans un contexte de risque de délitement de l'Europe, interrogeons-nous aujourd'hui quand il est question de libéraliser, de renationaliser. Il faut vraiment s'y prendre à deux fois avant d'engager les réformes que je ne porte pas. Troisième et dernier exemple, ou quatrième ou cinquième exemple, je ne sais plus, ce désir de puissance par la sécurisation alimentaire via une politique agraire dynamique est aussi le fait de pays qui pourtant sont très entravés. Ce sont les plus entravés sur le plan des ressources naturelles, ce sont les pays du Moyen-Orient. C'est la région où il y a le moins d'eau, c'est la région où il y a le moins de terres arables. Et bien malgré tout, dans cette région, des pays ont activé une politique de puissance adossée au développement de l'agriculture. C'est la Syrie qui, avec la révolution baathiste, a mis en place une politique hydro-agricole de promotion des terres et de l'eau, de développement, et qui a réussi. La Syrie était devenue autosuffisante. Pourquoi ? Parce que la Syrie voulait être un pays du front contre les États-Unis, contre Israël, et donc ne pas dépendre, garder une capacité à refuser de faire. Donc la Syrie a fait de l'agriculture un instrument géopolitique. En 2006, il y a eu une sécheresse, jusqu'en 2010, puis la révolution. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a eu un lien entre la révolution et la sécheresse, c'est un autre sujet. Et un autre pays, c'est l'Arabie saoudite, qui également a fait de la politique agraire et hydraulique un vecteur de sa puissance. Plus curieux, quand on sait que l'Arabie saoudite est l'allié depuis 1945 des États-Unis, qui avait toute l'aide alimentaire à distribuer. Sauf qu'en 1973, il y a eu une tension entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. À ce moment-là, l'Arabie saoudite a décidé de devenir autonome sur le plan alimentaire, au point de devenir indépendante, autosuffisante et exportatrice. Voilà donc des exemples. Alors, bien sûr, cette région qui est la plus contrainte et qui est le monde arabe, j'en dis deux mots. On voit les sols qui sont les plus limités au monde avec la flèche rouge. L'eau, c'est là qu'on trouve les quantités les plus faibles. Dans un contexte où les prix agricoles flambent, il y a un grand risque d'insécurité dans cette région. Et les États le savent. Et cette insécurité, c'est l'autre versant de la politique de puissance. On ne peut pas, dans ces pays-là, penser une sécurité politique en ne sécurisant pas ses approvisionnements alimentaires. La deuxième dimension, je fais très vite, c'est sans nuance, vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'est la dimension rivalitaire. La géopolitique, c'est l'analyse des rivalités de pouvoir sur des territoires. Oui, les terres sont au cœur de conflits. Elles ont même pu expliquer en grande partie qui des révolutions, qui des révoltes, qui des émeutes, qui des coups d'État, à différents moments de l'histoire contemporaine. Et dans tous les cas, c'est l'inégalité d'accès à la terre qui a été déterminant. Héritage des anciens régimes, héritage des colonisations, on arrive au XXe siècle sur des structures foncières très déséquilibrées. Ça donne en Europe un règlement du problème assez précoce, mais on a été à un moment agropolitique, j'appelle ça un moment agropolitique, dans les années 20-30, c'est-à-dire un moment où la population rurale est très importante et le déséquilibre foncier l'est tout autant. Et là, on a des chocs. Ce sont toutes les dérives autoritaires en Italie, au Portugal et en Espagne qui sont à revisiter avec ce prisme agraire. Opposition entre oligarchie foncière, paysans sans terre. Puis l'Europe a réglé son problème avec des réformes agraires dans ces pays, le basculement démographique vers l'industrie et d'autres vecteurs de changement. Deuxième continent, l'Amérique, les Amériques. Il y a un contraste saisissant entre l'Amérique du Nord dans l'histoire et l'Amérique du Sud et l'Amérique latine d'autre part. L'Amérique du Nord a eu une distribution foncière très égalitaire. En 1862, il y a eu une loi de distribution foncière très égalitaire. Et je n'ai pas le temps de développer cela, mais ça a contribué au XXe siècle à stabiliser la démocratie américaine.
à l'exclusion évidemment des populations noires. Mais entre WASP, ça a contribué à la stabilisation politique, quand, au contraire, à l'Amérique latine, c'était l'éclatement de ce moment agropolitique, cette forte instabilité politique qui se traduit d'ailleurs par le slogan de la Révolution mexicaine, Tierra y Libertad, la terre et la liberté. Il y a une actualité en Amérique centrale, en Amérique du Sud, de cette question foncière très forte. Je ne vais pas faire le catalogue ici, mais je donnerai un exemple d'actualité. La Colombie, on vient de signer un accord de paix très fragile, très très fragile. Il faut s'y accrocher, mais il est très fragile. Et ce processus de paix met suite à une violence terrible. Il y a eu un épisode de violencia entre 1946 et 1956, puis avec la création des FARC en 1969 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un affrontement entre des FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes, essentiellement paysannes, et des milices plus ou moins liées au pouvoir colombien. Et ces paysans, plutôt que de faire une réforme agraire dans les montagnes où on cultive, où on fait la culture, puisque c'est là que le climat est le meilleur, beaucoup de ces paysans ont été envoyés pour ne pas faire la réforme agraire, pour ne pas toucher aux anciennes structures foncières propres à la Colombie et plus largement à l'Amérique latine, héritée de la colonisation espagnole. Eh bien, ces paysans ont été déplacés dans la forêt où ils ont pu, entre autres, cultiver la drogue. Terre, violence, drogue en Colombie, en partie liées. Je ne cite pas le Brésil et d'autres pays en Amérique latine qui sont des exemples frappants de cette rivalité foncière qu'il faut avoir présent à l'esprit aujourd'hui. Je me déplace en Asie. On a vu l'Europe, l'Amérique latine du Nord, l'Asie. C'est un continent très habité où la question foncière est encore très prégnante dans certains pays. Je donne l'exemple ici des Philippines. Et je vais prendre une minute là-dessus. C'est très intéressant, tragiquement intéressant. Les Philippines, c'est un pays dont on parle peu. C'est un pays qui a été conquis par les Espagnols, en tout cas le nord des Philippines, de l'archipel. Et les Espagnols ont implanté des structures agraires très déséquilibrées, comme ils l'ont fait en Amérique latine, comme ils l'avaient fait en Espagne. Et le sud est resté autochtone et musulman. Il y a cet arrière-plan, c'est-à-dire que le nord, structure agraire déséquilibrée, est christianisé et le sud resté musulman. Eh bien, que se passe-t-il après l'indépendance des Philippines? On a une oligarchie foncière au pouvoir qui défend les intérêts des grands propriétaires héritiers de cette période coloniale, qui soutiennent notamment Marcos, le dictateur Marcos, et celui-ci va se heurter à une guérilla, la guérilla marxiste, la NPA, qui est entrée en guerre civile contre le pouvoir philippin. Et ils ont signé un accord de paix en 2012, vous voyez, c'est récent. Et qu'est-ce qu'ont fait les pouvoirs philippins? Plutôt que de régler par la réforme agraire, ils ont déporté, encouragé ces paysans christianisés à aller vers l'île de Mindanao. Et qu'est-ce qui s'est passé sur l'île de Mindanao? Avec l'arrivée de ces paysans dans les années 60, 70, 80, ça a créé un choc culturel, entre guillemets. Il y a eu un nationalisme à Mindanao qui a évolué, qui a dérivé vers un islamisme, puis un djihadisme, avec le mouvement Abu Sayyaf ici, qui a fait allégeance à Daesh. Si j'insiste sur cet exemple, c'est simplement pour dire qu'il faut avoir, comme un ami le dit, une analyse profane des conflits dans laquelle, sous couvert de dynamique religieuse, il y a derrière le plus souvent un arrière-plan totalement profane. Et l'arrière-plan des terres est très prégnant. Et je pourrais citer en Asie le Pakistan, le Bangladesh, dont les structures agraires pèsent terriblement sur le développement de ces pays, entretiennent un certain traditionnalisme dans ces sociétés et donnent un lieu d'investissement au mouvement de type salafiste. Je pourrais également citer l'Inde, le Népal, avec des mouvements maoïstes, les Naxalites en Inde, qui sont des mouvements d'origine paysanne. Tout ça, c'est d'actualité. Et enfin, j'aurais pu parler aussi du Moyen-Orient, région qui me tient à cœur. Il y a aussi, là, on peut reprendre une histoire géopolitique du Moyen-Orient avec ce prisme de la terre. La révolution baassiste, dont Bachar el-Assad est l'héritier de loin, était une révolution portée par les paysans. Je pourrais parler également du Hezbollah libanais, qui est un mouvement d'origine paysanne.
toujours sur la question de l'accès à la terre. Et enfin, sur l'Afrique, et j'en termine, promis, j'en termine. Sur l'Afrique, il y a deux Afriques, permettez-moi de couper, d'aller trop vite. Il y a eu une Afrique où il y a eu de la colonisation de peuplement, le Maghreb, je n'en parlerai pas, ça a été réglé par la décolonisation, la question de la terre, et puis l'Afrique australe, là aussi, colonisation de peuplement. Donc, il y a l'Afrique des extrémités où la question de la terre se pose encore en lien avec cet héritage colonial, et je prends l'exemple de l'Afrique australe, des structures foncières très inégalitaires, doublées, qui se croisent avec une dualisation noir-blanc. Et ça a donné lieu à deux cas de réformes opposées récemment. Rien n'est réglé. C'est le Zimbabwe avec Mugabe qui, en 2000, fait une réforme agraire des plus violentes, sans concertation, sans préparation, sans formation des paysans. C'est un effondrement de l'agriculture. Il a repris la terre, certes, aux Blancs, hein, mais il n'y a derrière pas eu de réémergence agricole. Donc, vraie crise. Cette réforme violente n'a rien réglé. Et à côté de ça, Mandela, en Afrique du Sud, se voulant le garant de la nation arc-en-ciel, n'a pas voulu faire une réforme agraire active, simplement par le marché. Elle n'a pas fonctionné. On a toujours un déséquilibre dans l'accès à la terre entre noirs et blancs. Voilà, on est entre le Caribe de la violence politique pour imposer une réforme agraire, le Scylla d'une forme d'immobilisme pour permettre à la nation arc-en-ciel de fonctionner, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, le nouveau président sud-africain a fait de la réforme agraire sa priorité politique. Reprendre la terre aux Blancs. Donc, voilà un autre pays qui montre l'actualité. Et sur le reste de l'Afrique, il n'y a pas eu d'inégalité d'accès à la terre parce qu'on n'a pas été en colonisation de peuplement. Et donc, on est resté sur des droits coutumiers. Et derrière, avec l'émergence des États, les États ont créé des domaines publics. Donc, on est dans un flou foncier aujourd'hui, dans certains pays, où vous avez le droit coutumier, assez égalitaire, et derrière, parfois, sur certaines terres, les terres publiques. Et ça donne un vrai problème. Ça donne le risque d'abus, surtout aujourd'hui, quand les convoitises s'exercent dans une perspective de puissance. Premier point. Vous avez dans certains États des terres qui ont été données facilement à des investisseurs au détriment de populations qui étaient en droit coutumier, mais qui se sont retrouvées sur droit foncier d'État et qui ont été données à des investisseurs. Je pense au Mozambique. Je n'ai rien contre le Mozambique, hein, mais il y a une affaire importante aujourd'hui. Donc derrière ça, la solution qui est de sécuriser les droits d'accès à la terre pour les Africains, c'est une solution en soi qui peut paraître soutenable, souhaitable, donner la propriété. Mais il faut retenir un enseignement de l'histoire, et c'est là-dessus que j'en terminerai. Il y a des exemples, que je n'ai pas le temps de développer, qui montrent que quand on a immatriculé la terre, quand on a privatisé la terre, eh bien, si on n'accompagne pas cette privatisation foncière, si on n'accompagne pas les agriculteurs qui sont sur ces terres par des politiques économiques fortes, tôt ou tard, ces paysans délaissent la terre et partent ailleurs. Et donc, l'immatriculation de la terre en Afrique, pour sécuriser le droit à la terre, c'est une bonne idée en soi, mais qui peut être dangereuse, surtout quand certains appétits de puissance peuvent pousser au déguerpissement de ces populations. Et on n'a pas besoin de ça. Il ne faudrait pas que la terre de quelques-uns soit, ou plutôt que le désir de puissance et de sécurisation de quelques-uns contribue à l'insécurité des autres. J'en finis là. C'est un propos lacunaire, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé des rivalités paysans-éleveurs qui sont très prégnantes aujourd'hui. Je n'ai pas parlé des guerres de l'eau, qui sont des guerres de l'irrigation, surtout au Moyen-Orient, parce que c'est là que le contexte est le plus contraint. C'est donc un exposé impressionniste, comme je le disais, mais j'espère que vous avez retenu que, pour moi, toucher à la terre, c'est une possibilité de puissance, c'est aussi un risque d'insécurité. L'histoire l'a montré, le présent le valide, l'avenir pourrait le confirmer, surtout dans un contexte de transition démographique et alimentaire, qui décuple donc les besoins alimentaires. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite de très bons travaux.